Des débris spatiaux pénètrent dans l'atmosphère terrestre presque tous les jours et les spécialistes en traquent la plupart. Environ 400 incidents de ce type se produisent chaque année. Mais tous les débris spatiaux ne peuvent pas être suivis. Certains fragments de satellites peuvent tomber au sol. Cela devrait donner lieu à des pluies de météores toutes les nuits. Les débris qui tombent du ciel atteignent une vitesse phénoménale, ce qui devrait entraîner de sévères dommages. Heureusement, rien de tout cela ne se produit réellement. Très peu de personnes ont eu la chance d'observer la chute de débris spatiaux. Il n'y a presque pas eu de cas dans l'histoire où des satellites tombés aient endommagé la propriété de quelqu'un. Pour savoir ce qui arrive aux objets spatiaux pendant leur chute, il faut comprendre comment ils parviennent à voler autour de la Terre pendant si longtemps. Imagine que tu travailles pour le service météorologique. Aujourd'hui, tu vas lancer un satellite en orbite terrestre pour surveiller le climat de la planète. Le satellite est installé sur une fusée, la fusée décolle et atteint la vitesse de 40 000 km/h. C'est plus rapide que la vitesse d'une balle ou que celle du son. Cette accélération est nécessaire pour que le satellite puisse surmonter l'attraction gravitationnelle de la planète. Dès que le satellite entre dans l'espace, dans la haute atmosphère, la fusée retombe tout simplement. Mais elle a donné au satellite la vitesse et l'énergie nécessaires pour rendre son mouvement possible. Ce mouvement s'appelle la satellisation. Le satellite est situé à une altitude de plusieurs milliers de kilomètres de la Terre, mais malgré tout, la gravité le tire vers le bas. Son élan et les forces gravitationnelles font que le satellite vole sur une trajectoire circulaire autour de la planète. Cette trajectoire s'appelle une orbite. À cette vitesse, le satellite pourrait s'éloigner dans l'espace, mais la force de gravité le tire vers le bas. Notre satellite météorologique est en équilibre entre ces deux forces, et il est assez difficile de trouver cet équilibre. Plus le satellite est proche de la planète, plus l'effet de la gravité est fort. Pour rester sur une telle orbite, le satellite doit voler très vite. Voici notre satellite entrant en orbite et atteignant une vitesse incroyablement élevée. Et maintenant, tu peux voir l'une des raisons de son échec. Des milliers d'autres objets spatiaux passent devant le satellite à la même vitesse. La moindre collision peut entraîner des conséquences dévastatrices. Actuellement, environ 500 000 morceaux de débris spatiaux volent autour de la Terre. Il peut s'agir de petits morceaux, de la taille d'une balle de tennis, ou d'énormes morceaux de la taille d'un wagon de métro ou d'un autobus. Il existe aussi de minuscules fragments de satellites. Si deux morceaux d'un engin spatial entrent en collision, ils se séparent en milliers de petits segments. Leur nombre peut atteindre jusqu'à 170 millions. L'orbite de la planète est remplie de débris inutiles qui volent à grande vitesse. La plupart d'entre eux sont minuscules, de la taille d'un grain de sucre. Mais ils ne sont pas moins destructeurs que les segments détachés des fusées qui mettent les satellites en orbite. Par exemple, une seule goutte de peinture peut endommager un vaisseau spatial s'il vole à 48 000 km/h. Pour éviter cela, les ingénieurs calculent à l'avance les itinéraires des satellites qu'ils lancent. Ils les recouvrent également d'une solide couche protectrice composée de divers métaux. Plus les débris orbitaux volent autour de la planète, plus les accidents sont nombreux. Et plus les accidents se produisent, plus les débris orbitaux apparaissent. C'est un cercle vicieux sans fin, mais les scientifiques essaient de développer des stratégies pour nettoyer l'orbite de la Terre. La deuxième cause d'accident est le Soleil. Notre étoile libère constamment des particules à haute énergie. Ces particules entrent en collision avec tout ce qui se trouve sur leur chemin. Et lorsqu'elles s'écrasent sur les satellites, elles peuvent modifier leur trajectoire et ralentir leur élan. Il y a un bouclier dans les couches supérieures de l'atmosphère, le champ magnétique de la Terre. Les satellites volent à l'intérieur de ce bouclier. Le champ reflète le rayonnement solaire loin de la planète, mais il y a des endroits sur Terre où ce bouclier est plus faible. Et lorsque les satellites passent devant de tels endroits, ils reçoivent une grande quantité de radiation. Cela empêche la navigation et le fonctionnement stable de tous les systèmes. Heureusement, les accidents causés par les radiations solaires sont rares. Une autre raison est le changement du champ gravitationnel de la Terre. Notre planète est en mouvement. Ces processus internes peuvent modifier la forme du champ gravitationnel. Ces changements peuvent perturber la trajectoire du satellite autour de l'orbite.
Heureusement, de telles défaillances de la gravité sont insignifiantes. Elles ne peuvent provoquer la chute du satellite qu'au bout de quelques années. La raison la plus importante pour laquelle les satellites tombent est qu'on les déconnecte. Si un satellite ne peut plus transmettre de données ou est obsolète, les scientifiques le font simplement tomber. Une autre raison courante est le manque de carburant. Si le satellite n'en a plus, il est impossible de le contrôler. Il se transforme en un objet volant aléatoire. C'est pourquoi les experts utilisent le carburant restant pour ralentir le satellite et le faire sortir de son orbite. Les scientifiques planifient bien de telles opérations. Ils arrêtent le satellite à un moment donné pour qu'il puisse tomber sur les zones désertes des océans. Le satellite tombe et traverse l'atmosphère terrestre à grande vitesse. Les couches inférieures créent une forte pression et une friction sur les déchets spatiaux. Ces processus génèrent une énorme quantité de chaleur. Le satellite s'enflamme et tombe en morceaux. La plupart des débris brûlent tout simplement. Les débris restants tombent dans des endroits reculés de la planète. Cette méthode fonctionne lorsque le satellite vole près de la Terre. Certains objets spatiaux sont situés loin de la planète. Le champ magnétique de la Terre y est beaucoup plus faible. Dans ces cas-là, il est plus facile d'utiliser le carburant restant pour aller au-delà de la force gravitationnelle. On envoie alors simplement le satellite flotter dans l'espace. Les morceaux de fusée, les gros restes métalliques de vieux satellites et autres débris ne peuvent pas être contrôlés. Tous ces morceaux tombent dans l'atmosphère de la planète et se transforment en cendres. Plus l'objet qui tombe est petit, moins il a de chances d'atteindre le sol. Les gros débris peuvent survivre dans l'atmosphère. Heureusement, de tels objets sont surveillés par des services spéciaux. Lorsqu'un vieux satellite entre dans l'orbite de la Terre, on sait à l'avance où il va atterrir. Et si des gens se trouvent dans la zone, ils seront évacués. Mais cela arrive assez rarement. Les humains n'utilisent qu'un petit pourcentage de la superficie totale des terres pour vivre. Plus de 70% de la planète est recouverte d'eau. Si l'atmosphère ne peut pas brûler les débris spatiaux, l'eau les détruira. Les objets spatiaux tombent dans l'océan ou dans des zones peu peuplées de la Terre. La probabilité qu'un satellite frappe une habitation est vraiment faible. Mais si cela se produit, alors selon la loi, le propriétaire de la maison sera indemnisé pour les dommages. Quel que soit le pays dans lequel il vit, l'entreprise qui a construit le satellite tombé sera obligée de l'indemniser pour les dégâts. Les débris spatiaux qui tombent ont leur endroit préféré sur notre planète. Cet endroit est même appelé le cimetière des satellites. Le point Nemo est un endroit virtuel de l'océan mondial, le plus éloigné de toute Terre. Il est très difficile d'y arriver et il n'est pas beaucoup plus facile d'en partir. Si tu te trouves à cet endroit, tu dois naviguer sur plus de 1600 km pour atteindre l'île la plus proche. De plus, la distance jusqu'à la Station spatiale internationale depuis cet endroit est plus petite que jusqu'à la Terre la plus proche. Si tu te retrouves soudainement sur un vaisseau au point Nemo, que tu n'as plus de carburant et que tu n'as pas de radio, alors tu dois essayer d'envoyer un signal vers le ciel. Les astronautes de l'ISS pourraient te remarquer et informer les gardes-côtes de ta position. Presque aucun navire ne navigue là. C'est pourquoi la plupart des entreprises spatiales jettent leurs satellites à cet endroit. L'onde de choc et la force de l'impact dissolvent les débris dans cet océan sans limite. Le fond de cette zone est d'ailleurs couvert de débris spatiaux. Les satellites qui tombent ne font aucun mal aux créatures marines. Le point Nemo est l'un des endroits les plus dépourvus de vie au monde. L'eau froide et riche en nutriments n'arrive pas ici. Il n'y a presque pas de vent qui transporte les substances organiques dans l'océan. En d'autres termes, on n'y trouve pas la quantité de nourriture nécessaire au développement de grandes formes de vie. À l'heure actuelle, les satellites tombent au niveau du point Nemo et coulent lentement au fond de l'océan. Alors qu'ils voyagent à plus de 28 000 km/h à 400 km au-dessus de la Terre, les astronautes assistent à 16 levées et couchers de soleil par jour, tout en flottant dans une boîte avec une poignée de personnes dont ils dépendent pour survivre. Que l'espèce humaine doive ou non partir vers d'autres planètes, l'un des principaux inconvénients est que nos corps n'aiment pas ça. Peu de gens le savent mieux que Scott Kelly, l'astronaute qui a passé près d'1 an sur la Station spatiale internationale, de 2015 à 2016. Comme d'autres astronautes, il a servi de cobaye pour l'étude des effets des voyages spatiaux sur le corps humain. Contrairement aux autres astronautes, Scott Kelly a un frère jumeau, Mark, qui est lui-même astronaute.
Cela a donné aux chercheurs une occasion unique d'observer les deux frères dans deux environnements très différents, l'un sur Terre et l'autre à 400 km au-dessus de cette dernière. Lorsque l'astronaute est parti dans l'espace et que son frère jumeau, Mark, légèrement plus âgé, est resté sur Terre, l'écart d'âge entre deux s'est creusé à cause du temps passé en orbite. Ceci est dû à la théorie de la relativité d'Einstein. Cette théorie explique que le temps s'écoule plus lentement pour les objets en mouvement que pour un observateur immobile. Il se déplace également plus lentement à mesure que l'on se rapproche d'une masse gravitationnelle comme la Terre. En d'autres termes, nous ne vivons pas tout le temps à la même vitesse. Plus on se déplace et plus on va vite, plus le temps ralentit. Pendant que Scott était dans l'espace et tournait autour de la Terre à environ 28 000 km/h, son frère Mark a vécu 0,005 secondes de plus. Les deux frères sont nés à 6 secondes d'intervalle en 1964 et cet écart est maintenant de 6,005 secondes. Cette déformation du temps est connue sous le nom de dilatation du temps et les frères Kelly sont concernés par les deux aspects de ce phénomène. La vitesse à laquelle ils se sont déplacés l'un par rapport à l'autre et leur proximité par rapport à un gros objet comme la Terre. Ainsi, en fonction de notre position et de notre vitesse, le temps peut nous sembler passer plus ou moins vite par rapport à d'autres personnes situées dans une autre partie de l'espace-temps. Cela signifie que les astronautes de l'ISS vieillissent un tout petit peu moins vite que les habitants de la Terre. Cela ne veut pas dire que tu survivras à l'humanité en passant le reste de ta vie dans une grotte. L'effet n'est pas perceptible à petite échelle. Si tu devenais un ermite des sous-sols, tu ne vieillirais qu'une fraction de seconde plus lentement que tous les autres habitants de la Terre durant toute ta vie. Mais tu vas être surpris d'apprendre ça. Une montre attachée à ta cheville finira par retarder par rapport à une montre attachée à ton poignet. Techniquement, ta tête vieillit plus vite que tes pieds. Le temps passe plus vite pour les personnes vivant en montagne que pour celles vivant au bord de la mer. L'exemple classique de ce phénomène est celui des jumeaux. L'un s'envole dans un vaisseau spatial voyageant à la vitesse de la lumière et l'autre reste sur Terre. Quand le premier revient sur Terre, il n'a vieilli que de quelques années, mais il constate que son frère aura vieilli de plus de 10 ans. Bien sûr, personne n'a réalisé cette expérience pour de vrai, mais il existe des preuves qu'elle est plausible. Quand des scientifiques ont lancé une horloge atomique en orbite tout en conservant une identique sur Terre, la première est revenue avec un léger retard par rapport à la seconde. Le temps devient ensuite encore plus compliqué, car la dilatation du temps peut se produire à tout moment. Une bonne façon d'y penser est d'imaginer les astronautes vivant dans la Station spatiale internationale. Ils flottent à 400 km d'altitude, là où la force gravitationnelle de la Terre est plus faible qu'à la surface. Cela signifie que le temps devrait s'accélérer pour eux par rapport à nous. Mais la station spatiale tourne également autour de la Terre à près de 8 km par seconde. Le temps devrait donc encore plus ralentir pour eux que pour nous. Mais en réalité, Mark, le frère qui a vieilli quelques millisecondes de plus, pourrait se retrouver en meilleure forme à long terme si le séjour prolongé de Scott dans l'espace entraîne une détérioration plus rapide de son corps. 10 équipes scientifiques étudiant les jumeaux de la NASA ont examiné les deux frères avant, pendant et après les 340 jours passés dans l'espace. Elles ont étudié les fonctions corporelles de chaque jumeau, effectué des tests de mémoire et ont examiné leurs gènes pour chercher quelle différence pourrait être due à ce voyage dans l'espace. On a ainsi prouvé que les séjours prolongés dans l'espace étaient éprouvants pour le corps humain. La vie dans l'espace peut modifier les gènes, mettre le système immunitaire en sur-régime et affaiblir l'esprit et la mémoire. La plupart des changements subis par l'astronaute ayant séjourné dans l'espace se sont résorbés à son retour sur Terre, mais pas pour tous. On a fait d'autres tests 6 mois plus tard. Environ 91% des gènes qui avaient été modifiés étaient redevenus normaux. Les autres étaient encore en mode spatial. Le système immunitaire de Scott est resté en alerte. Ces gènes responsables de la réparation de l'ADN étaient encore très actifs, comme certains de ses chromosomes. Ses capacités mentales avaient diminué par rapport à celles enregistrées avant la mission. Il était plus lent et moins précis dans les tests de mémoire à court terme et de logique. Il n'est pas certain que ces résultats soient dus au vol spatial. Cela peut s'expliquer par le fait que ces observations ne portent que sur une seule personne. Mais une chose est sûre, le temps est relatif. Pense à ceci. Si une horloge est immobile et que tu voyages à très grande vitesse, si tu passes à côté d'elle et que tu l'observes, tu la verras tourner lentement, voire pas bouger du tout. Ceci est dû au fait que la vitesse à laquelle fonctionne le mécanisme de l'horloge est moins élevée que la tienne. Tu observes donc le passé alors que tu te trouves déjà dans le futur.
Pendant cette expérience de voyage à grande vitesse, tu n'auras pas vieilli du tout, car tous les processus de ton corps fonctionnent à la même vitesse que toi. Et après un certain âge, ton corps commencera à se détériorer, ce qui te conduira finalement à un état où il cessera de fonctionner. Ce phénomène de vieillissement, surtout chez l'homme, est dû à une structure protéique de nos cellules appelée télomère, qui protège nos cellules de la détérioration. Mais à chaque réplication cellulaire, ces télomères perdent de leur force. On appelle ça la longueur des télomères. Si cette longueur diminue, la cellule devient vulnérable aux maladies. On peut dire que les télomères sont comme des comptes à rebours naturels de notre corps qui déterminent notre date d'expiration. La longueur des télomères peut être affectée par des facteurs externes comme le stress qui accélère ce compte à rebours. L'expérience sur les jumeaux a permis de noter les changements de la longueur des télomères chez les deux frères. La longueur des télomères de Scott a augmenté lorsqu'il était à bord de la station spatiale. Avant la mission, les deux frères avaient presque la même longueur de télomères. Cela signifie qu'en ignorant des problèmes comme le stress mental, ils auraient dû vivre à peu près jusqu'au même âge. Mais pendant que Scott était en orbite, il avait une longueur de télomère supérieure de 14,5% par rapport à celle de son frère. Il était donc biologiquement plus jeune de quelques années. Mais cette longueur est revenue à la normale environ 190 jours après son retour sur Terre. Les échantillons de sang prélevés dans la Station spatiale internationale ont été renvoyés sur Terre pour y être analysés. Ce sang ne voyageait donc plus à la vitesse de l'ISS. Aussi, le paradoxe de l'espace-temps stipule que le frère de l'espace devrait être plus jeune à son retour. Mais la longueur des télomères est revenue à son état initial, comme avant la mission. Le frère de l'espace avait alors à nouveau le même âge que son frère, resté sur Terre. L'absence de gravité est la principale cause des changements dans le vieillissement. La gravité joue un rôle important dans la plupart de nos systèmes physiologiques. Prenons les muscles. Ceux des personnes âgées se contractent et déclinent au fur et à mesure qu'elles perdent en mobilité. Les muscles des astronautes réagissent de la même manière car ils sont très peu sollicités. C'est pourquoi les astronautes qui séjournent longtemps dans l'espace utilisent des machines spéciales pour réduire cet effet. Un processus similaire se déroule avec les os. À partir d'un certain âge, les habitants de la Terre commencent à perdre de la masse osseuse à un rythme d'environ 1 à 2% par an. Mais dans l'espace, les astronautes perdent leur masse osseuse bien plus vite, jusqu'à 1 à 2% par mois. Comme le corps des astronautes n'a pas besoin de supporter leur poids, leur corps produit moins de matériel renouvelant les structures osseuses et elles se fragilisent. Heureusement, leur système squelettique revient généralement à la normale une fois qu'ils ont passé quelque temps sur notre bonne vieille planète. Si Scott était protégé de tous les dangers de l'espace, comme les radiations, lorsqu'il était en orbite autour de l'ISS, il aurait vécu plus longtemps que son frère Mark. Même s'il gagne 0,005 secondes, les astronautes ressentent toujours certains des symptômes d'un processus de vieillissement prolongé. Donc la prochaine fois que tu souhaites que le week-end dure plus longtemps, reste près du sol et bouge très vite. Tu n'auras pas l'impression que ton week-end se soit prolongé, mais techniquement, tu gagneras peut-être une minuscule fraction de seconde. Et tu n'auras pas besoin d'aller dans l'espace pour vivre cette expérience. Imagine, tu es un astronaute qui fonce à travers le cosmos dans ton vaisseau spatial dernier cri. Mais soudain, tu t'aperçois que tu es à court de carburant. Que vas-tu faire, piégé au milieu de l'espace? Ce n'est pas comme s'il y avait des stations-service flottantes un peu partout. La bonne nouvelle, c'est que tu ne seras pas complètement coincé. Un vaisseau spatial ne s'arrêtera jamais réellement après être tombé en panne de carburant. Tout cela parce qu'il n'y a pratiquement pas d'atmosphère dans l'espace. C'est d'ailleurs de là que vient la phrase du film Alien « Dans l'espace, personne ne vous entend crier ». Le son voyage par la vibration de minuscules atomes et molécules. Dans l'espace, où il n'y a pas d'air, il n'y a tout simplement aucun moyen pour le son de voyager. C'est la même chose pour notre vaisseau spatial. Comme il n'y a pas d'air, il y a aussi une absence totale de résistance à l'air. Les minuscules particules qui existent dans l'espace sont bien trop petites pour réduire l'élan du vaisseau spatial ou le faire reculer. Pour cette raison, la plupart des vaisseaux spatiaux éteignent leur moteur pendant la plus grande partie de leur voyage. Donc ne crois pas ces films qui montrent des vaisseaux spatiaux avec leurs moteurs allumés tout le temps. C'est complètement inexact. Contrairement au navire dans l'eau, un vaisseau dans l'espace n'a pas besoin d'une poussée constante pour continuer à avancer. Habituellement, son moteur n'est allumé que pendant de très courtes périodes. C'est non seulement pratique, mais cela permet aussi de faire des économies. Le carburant est très cher à transporter dans l'espace car il est lourd. C'est pourquoi les sondes spatiales essaient d'utiliser le moins de carburant possible. Elles en ont besoin lorsqu'elles partent de la Terre, puis à nouveau lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère. Cela se produit lorsqu'elles ont besoin de ralentir à leur retour.
Alors que les voitures et les trains ont des freins, il n'est pas si simple d'arrêter un vaisseau spatial de façon brutale. Les moteurs sont nécessaires pour ralentir le vaisseau ou l'arrêter complètement. Il s'agit d'allumer stratégiquement d'impressionnants propulseurs à l'avant. Cela crée la résistance nécessaire et réduit la vitesse du vaisseau spatial. Mais ce processus exige aussi des niveaux de précision très élevés. Un faux mouvement peut avoir des conséquences dramatiques. Actionne les propulseurs trop vite et le vaisseau spatial s'enflammera alors que tu rentres dans l'atmosphère terrestre à des milliers de kilomètres par heure. Voyager trop lentement peut aussi causer des problèmes car dans ce cas, tu pourrais rater complètement l'orbite de notre planète et passer bien au-delà de la Terre. Et la plupart des vaisseaux spatiaux n'ont pas assez de carburant pour tenter une seconde rentrée. Il faut donc éviter à tout prix de voyager trop lentement. Mais revenons à la question qui nous préoccupe. Cela signifie que tout véhicule avec un réservoir vide continuera à voyager à la même vitesse dans l'espace jusqu'à ce qu'il finisse par heurter quelque chose. Il n'y a tout simplement aucun autre moyen pour lui de s'arrêter. Mais ce n'est peut-être pas une si bonne nouvelle. Si tu flottes dans l'espace, il est assez peu probable que tes copains de la NASA organisent une mission de sauvetage. Cela semble un peu triste, mais c'est logique. Le temps qu'ils mettent en place une nouvelle équipe et trouvent un vaisseau pour venir te sauver, tu auras déjà voyagé si loin qu'il leur faudrait des années pour t'atteindre. Cela coûterait aussi une somme d'argent colossale. La NASA dépense en moyenne la somme faramineuse de 152 millions de dollars pour lancer un vaisseau dans l'espace. C'est autant que d'acheter 6 Lamborghini de luxe toutes neuves. Encore plus fou, il a fallu à la NASA environ 49 millions de dollars pour développer et lancer la première navette spatiale. Malheureusement, une fois que tu as quitté l'orbite de la Terre, il est presque impossible que tu puisses revenir sans carburant. C'est ce qui est arrivé à la sonde spatiale Dawn de la NASA en 2018. Lors d'une journée normale, le vaisseau spatial est tombé en panne de carburant. Il s'est alors retrouvé complètement bloqué au milieu de l'espace. Il a cessé de transmettre des signaux à la Terre, mettant fin à une mission de 11 ans qui avait pourtant établi un tas de records spatiaux. La sonde spatiale ne pouvait plus produire d'électricité car elle n'avait plus de carburant pour déplacer ses panneaux solaires afin de les orienter vers le Soleil. Et à ce jour, le vaisseau spatial flotte toujours quelque part dans l'espace, à l'état d'épave. Heureusement, Dawn n'avait pas d'astronaute à son bord. Le vaisseau spatial a commencé à se mettre en orbite autour de la planète naine Cérès, qui était l'objet qu'il étudiait à l'origine. Une orbite est une trajectoire incurvée autour d'une étoile, d'une planète ou d'une lune sur laquelle un objet est coincé. Mais la NASA est experte dans tout ce qui concerne les vaisseaux spatiaux. Alors comment ont-ils fait pour laisser un vaisseau tomber en panne de carburant ? En fait, il est très difficile de mesurer avec précision la quantité de carburant dont on aura besoin dans l'espace. Sur Terre, la gravité maintient tout le carburant au fond du réservoir, et on peut utiliser un capteur à flotteur pour mesurer à quel point le réservoir est plein. Mais c'est impossible dans l'espace, en raison de l'absence de cette gravité qui pèse normalement sur le carburant. À la place, une approche courante consiste à ajouter une poche d'air dans le réservoir de carburant qui est pressurisé avant le lancement pour pousser le carburant dans les conduites. Plus le carburant est utilisé, plus cette poche se dilate. Elle prend plus de place et maintient le carburant sous un niveau de pression adéquate. Cette pression est contrôlée, c'est ainsi qu'ils peuvent savoir combien de carburant il reste. Comme tu le vois, c'est beaucoup plus compliqué qu'ici sur Terre. Mais disons que des astronautes soient à bord d'un vaisseau spatial qui n'a plus de carburant. Combien de temps pourraient-ils survivre ? Eh bien, cela dépend de la quantité de nourriture et d'eau à bord. La NASA calcule généralement la quantité exacte de nourriture dont les astronautes ont besoin pour leur voyage afin d'éviter d'ajouter du poids supplémentaire au vaisseau spatial. Mais la bonne nouvelle est que cette nourriture peut techniquement être rationnée et que sa consommation peut être étendue. C'est parce que la nourriture des astronautes est conditionnée dans un emballage spécial qui l'empêche de se gâter. Il n'y a pas de réfrigérateur à bord des vaisseaux spatiaux. La nourriture est présentée dans des sachets transparents et souples qui peuvent être ouverts avec des ciseaux. Tous les aliments sont pré-cuits et transformés, ils n'ont donc pas besoin d'être conservés dans un réfrigérateur. Les seules exceptions sont les fruits et légumes frais. Ce sont les seuls aliments qui doivent être mangés rapidement car ils se gâtent. Aujourd'hui, les astronautes travaillent aussi avec des nutritionnistes pour pouvoir choisir les aliments qu'ils aiment et qu'ils auront plaisir à manger. Ils peuvent choisir parmi tout un tas de produits dont la soupe aux champignons, les pâtes au fromage, le poulet, le bœuf, le jambon, les noix et même de délicieux biscuits. Le cocktail de crevettes est apparemment le préféré des astronautes en raison de son goût épicé. Les boissons aromatisées existent aussi sous forme de poudre, tout comme les sachets de Kool-Aid ou de café instantané que tu as dans le placard de ta cuisine.
Il est intéressant de noter que les astronautes déclarent souvent ne pas avoir faim dans l'espace. Il est donc peut-être plus facile qu'on ne le pense de rationner la nourriture. Mais si l'on peut faire durer la nourriture, qu'en est-il de l'eau? Transporter quoi que ce soit dans l'espace coûte très cher, et l'eau est assez lourde, donc son transport coûte encore plus cher. Pour cette raison, les réservoirs d'eau ne peuvent pas être constamment expédiés dans l'espace. À la place, les astronautes ont un système d'eau très complexe. Il permet d'extraire chaque goutte de liquide sûr et disponible de l'environnement. Cela implique de recycler l'eau usagée. Cela signifie que nos copains de l'espace boivent de l'eau qui a été filtrée à partir de l'eau de la douche, de leur respiration, des piles à combustible du vaisseau spatial, de la sueur, etc. Mais ne t'inquiète pas, cette eau est potable et est même meilleure que la plupart des eaux qui sortent des robinets. L'eau d'un vaisseau spatial passe d'abord par une série de filtres, en commençant par celui qui élimine les particules et les débris. Ensuite, elle passe par des lits de multifiltration contenant des substances intelligentes qui éliminent les impuretés. La dernière étape permet de se débarrasser des composés nocifs et de détruire les bactéries et les virus. Il existe aussi des réserves d'eau en cas d'urgence. Par exemple, la Station spatiale internationale a environ 2400 litres d'eau dans ses réserves, juste au cas où. Mais qu'en est-il de l'approvisionnement en air? La principale source d'oxygène à bord des vaisseaux spatiaux provient d'un procédé appelé l'électrolyse de l'eau. C'est un système étonnant qui utilise l'électricité des panneaux solaires du vaisseau pour séparer l'eau en hydrogène et en oxygène. Mais comme nous l'avons vu avec la navette Dawn de la NASA, sans électricité, il est assez difficile d'orienter les panneaux solaires vers le Soleil, ce qui signifie que le système d'oxygène s'arrêterait probablement. Mais il y a quand même de l'oxygène stocké dans un réservoir pressurisé. Il s'agit d'une réserve de secours conçue en cas d'urgence.